et bienvenue dans l'émission d'Humanitaire de ce mois d'avril. Nous sommes toujours au nouveau prieuré de Sijan avec toute une belle équipe qui est là. Hein. Vous allez pouvoir réécouter pendant tout le mois Martine Scalzotto, François Bonal, Muriel Gipoulou et Magali Lécuyer. Vous allez découvrir leur... Magali Lécuyer, Marie, c'est bien. Entre Saint-Jean et Marie, Sainte-Marie, voilà. On est dans un prieuré. Alors. On est dans un prieuré et nous allons découvrir dans quelques instants Manuela Valverde. Alors, est-ce que ça vous parle de faire de la communication animale? Est-ce que vous avez déjà essayé de parler avec votre animal? Est-ce que vous avez des connexions particulières? Manuela va nous parler justement comment ça se passe, comment on peut avoir des solutions et comment en fait... on peut avoir des histoires assez extraordinaires. Bonjour Manuela. Bonjour Laurent. Eh bien, merci d'être là. Et merci de ton invitation. Merci à Magali de nous recevoir à tous dans ce lieu qui est vraiment exceptionnel. Donc toi, tu es thérapeute en communication animale. Tu fais aussi les fleurs de bac, on va en parler dans une autre dimension de émission. Oui. On sera dans une autre dimension. Ouais, je crois qu'on a... C'est comme si on avait fumé un peu là. À force, ouais. Moi depuis tout à l'heure, je crois que je suis... Donc aujourd'hui, nous allons explorer cette capacité que toi tu as de faire la communication animale. Tu vas aussi nous raconter des histoires assez extraordinaires ou ordinaires, je sais pas, on va voir. Des anecdotes, oui. Et des anecdotes, ouais. Tu nous rappelais que le rapport entre l'animal et l'humain, en fait, a toujours été présent. Enfin, l'animal a toujours été présent à côté de l'humain. Oui, l'animal, depuis le paléolithique, il a côtoyé l'humain. Et on a pour témoignage les peintures pariétales qui montrent cette présence de l'animal auprès de l'homme. Les rapports, la relation entre l'homme et l'animal, elle a été très tumultueuse depuis le début. Parce que un coup l'homme était proie, un coup il était prédateur et l'animal exactement pareil. À partir du moment où l'homme a commencé à domestiquer l'animal, il s'est passé quelque chose de l'ordre de un sentiment de supériorité. Et ce sentiment de supériorité, je crois que c'est ce qui est resté et qui a fait que on a un rapport avec l'animal toujours une vision qui est erronée à mon avis mais qui est celle que on nous a inculquée depuis des siècles que l'animal est dépourvu d'âme, dépourvu de conscience, dépourvu de sentiments, dépourvu d'émotions. En fait, aujourd'hui, on est en train de se rendre compte petit à petit que parce que on évolue aussi dans notre recherche scientifique, et les neurosciences aussi ont prouvé que l'animal, il avait des réactions biochimiques qui prouvaient que il avait de la douleur et certainement aussi une activité neuronale au niveau cognitif. C'est vrai que il y a beaucoup d'expériences qui sont en train d'être faites, qui ont été faites depuis 50 ans, où on est en train de changer d'idée sur ce que est l'animal. Alors, animal, c'est un mot un peu fourre-tout. C'est un concept qui désigne plusieurs espèces. Et souvent, l'homme oublie que à la base, il est un animal humain, mais il est animal. Et petit à petit, il a voulu se distinguer justement de l'animal en prévalant sa supériorité. D'ailleurs, si on regarde la pyramide du classement du vivant, l'homme est toujours à son sommet. Et puis ensuite, il y a une déclinaison des autres espèces.
Et en fait, depuis l'Antiquité, on a cette discussion, ce débat qui est très fort, pour savoir si déjà si on doit respecter l'animal. Et là, on a notre mathématicien Pythagore qui a été un des premiers à dire que il fallait pas manger l'animal. Et ensuite, on a Aristote qui, lui, est le père de la zoologie, qui a commencé à faire la thèse de l'homme est supérieur à l'animal parce que il a le logos, il a le langage. Et ce langage-là lui permet d'être dans le raisonnement et d'être en société. Fameux l'homme est un animal politique d'Aristote, où il va décliner toute la supériorité de l'homme par rapport à l'animal et justement par rapport à ce langage. Alors, selon les époques, on se rend compte. Alors, je fais vraiment un petit aparté parce que on peut pas comprendre où on en est aujourd'hui avec la communication animale si on comprend pas en amont tout ce qui s'est passé. Et en fait, suivant les époques, l'animal a été plus ou moins légal ou enfin légal. En tous les cas, au Moyen Âge, il faisait partie de la communauté. Et il y a un historien très célèbre qui s'appelle Michel Pastoureau, qui parle c'est un historien médiéviste, et qui parle des procès qu'on a intentés aux animaux entre le milieu XIIIe et milieu XVIIe siècle, où justement on leur donne toute la responsabilité de ce qu'ils commettent comme acte. Et ça aujourd'hui, on en rigolerait, quoi. C'est plutôt croustillant comme anecdote. Et pourtant, la société du Moyen Âge, elle avait un rapport à l'animal qui était complètement différent de celui de l'Antiquité ou de celui de la Renaissance et puis des siècles qui ont suivi. Et il y a même un animal qui a changé le cours de l'histoire au Moyen Âge. C'est un cochon qui est passé entre les pattes du cheval du futur roi de France, Philippe, et qui l'a fait chuter. Et ensuite, son frère cadet, c'était à l'époque capétienne, a été obligé de prendre le relais. Et lui, qui n'était pas du tout destiné à être roi, il était destiné à être prêtre. Il a fait une succession calamiteuse, quoi, de son règne. Et tout ça pour vous dire que à la Renaissance, Descartes, il a repris les idées d'Aristote en faisant la thèse de l'animal-machine. Encore que c'est pas lui qui a été le plus virulent. Il y a eu Malebranche, qui était un théologien, qui s'est servi de cette thèse-là pour dire que l'animal n'avait pas du tout d'âme et donc on pouvait c'était comme une machine, comme une horloge où tous les rouages fonctionnaient et que s'il y avait une expression de douleur, c'était pas parce que l'animal percevait de la douleur, c'était parce que ça faisait partie du système comme quand une machine se grippe et qu'elle grince, voilà. Donc à partir de là, il y a eu d'autres théories. Et aujourd'hui, c'est vrai que on a des rapports de l'INRA qui ont fait des études avec des experts sur l'élevage et qui nous prouvent que l'animal a non seulement ressent de la douleur, mais il a une conscience aussi. Alors évidemment, toutes les recherches, elles sont OK jusqu'au moment où une autre recherche vient mettre à mal la vérité précédente. Mais aujourd'hui, on est en train de se rendre compte que l'animal a des émotions. Et donc, parler de communication animale, c'est avoir un regard qui est plutôt vu de l'intérieur de l'animal
plutôt que l'éthologue qui va observer l'animal de l'extérieur. Et c'est vrai que les éthologues ne prennent pas en compte la communication animale parce que pour eux, tout ce qui est capacité paranormale ou la télépathie, pour eux, ça n'existe pas. Et toi, comment tu l'expliques alors du coup est-ce que on peut l'expliquer? C'est comment on communique avec les animaux? Alors, comment on communique? On peut communiquer par différentes façons. Hein. D'abord, il faut savoir que l'animal, il a exactement l'animal. Alors, je vais parler plutôt des animaux qui sont domestiques, hein, parce que l'animal en soi, comme je disais, c'est très vaste. Et donc, par rapport à notre proximité avec l'animal, on s'est rendu compte que l'animal nous comprenait. Mon chien, mon chat, quand je suis avec eux, je sais très bien. Alors, on a la communication qui peut être une communication verbale. Voilà, on s'adresse à l'animal comme on s'adresse à un autre être humain. Et on a la façon de communiquer de manière télépathique ou de communiquer de manière même mieux intuitive. Parce que la télépathie, ça veut dire que l'autre est en capacité de pouvoir nous répondre. Hein, on est en lien avec l'autre. De manière intuitive, ça veut dire que l'on va ressentir dans notre corps ce que l'autre, par empathie, hein, on le ressent, ce que l'animal va ressentir. Et donc, c'est une connexion à l'âme. C'est une connexion à l'âme. C'est une connexion de cœur à cœur. Ouais. Et c'est une connexion qui est pas toujours évidente. C'est-à-dire que si l'animal ne veut pas connecter, moi, il y a des fois, je dis aux personnes qui veulent une connexion, qui veulent une communication, je suis désolée, mais il n'a pas voulu communiquer. Et à ce moment-là, on le laisse un peu de temps, et puis on réessaye. Et des fois, la deuxième, troisième fois, moi, j'arrive toujours vers l'animal en me présentant et en disant de la part de qui je suis envoyée. Et c'est vrai que on s'introduit dans son monde. Et alors, on a des animaux qui discutent beaucoup, puis il y en a d'autres qui veulent pas discuter. Et on a des animaux qui sont plus évolués au niveau de la conscience et d'autres moins. Voilà. Et justement, aussi dans des exemples concrets, est-ce que tu peux nous raconter une histoire? J'ai marqué celle du collier. Je sais pas si tu te rappelles. Alors celle du collier, c'est une chienne qui s'était perdue, qui est en Espagne, et en fait, au tout début de la communication. Alors oui, il faudrait que je fasse un aparté pour les animaux perdus, mais on le fera après. On va le voir après dans une autre émission. Mais en attendant, cette chienne, dès le début, elle a dit, j'ai fini ma mission auprès de cette famille et vous ne me retrouverez pas parce que je ne veux pas revenir dans cette famille. Alors c'était pas parce qu'il y avait de la maltraitance. La personne, elle était la compagne humaine, elle était vétérinaire et Dieu sait que elle était aux petits soins. Mais elle a dit non, vous ne me retrouverez pas. Et effectivement, on n'a retrouvé que le collier. Ah ouais. Oui, c'est quelqu'un qui a ramené le collier. Et tu penses, oui, en fait, ouais, donc du coup, c'est toi qui avais fait la canalisation, en fait, avec ce... Oui, la personne m'avait contacté, c'était par l'intermédiaire d'une autre personne qui connaissait ma fille et puis qui savait que je faisais la communication animale. Et qui voyait que cette personne était en détresse d'avoir perdu son animal et elle a dit, est-ce que tu peux tenter? Alors, c'est vrai que c'est... Pour les animaux perdus, c'est une autre façon de faire. On pratique pas la communication animale de la même manière et voilà, c'est complètement différent. Est-ce que ça vous parle en fait autour là la communication animale? On parlait d'âme en fait dans d'autres émissions. Est-ce que je trouve que les gens qui ont des animaux savent très bien. Et ils le disent souvent, il lui manque que la parole. Ouais, c'est vrai. Oui. Donc, effectivement, je trouve que dans ce que tu partages, il y a comme une évidence d'une communication et qu'après, il y a effectivement le talent de la traduction, de la communication, certainement. Alors, je te remercie de le dire comme ça parce qu'en fait, moi, ce que j'enseigne,
c'est que quand je fais des ateliers d'initiation à la communication animale, c'est que ce n'est pas un don. Ce n'est pas un don, mais c'est une pratique. Et en fait, il faut absolument pratiquer régulièrement pour développer nos capacités extrasensorielles. Mais à l'origine, c'est inné. Une maman qui communique avec son bébé, elle communique d'abord de manière intuitive, d'abord de manière télépathique. Après, ce qui étonne beaucoup les personnes, c'est quand je leur dis que je travaille sur photo, donc que je ne vois pas l'animal, que je suis à distance. Et quand je fais un retour, ils sont vraiment étonnés de voir les résultats. Mais c'est pas un don, c'est vraiment une capacité. Après, c'est vrai que moi, ces capacités extrasensorielles, je les ai développées depuis très longtemps par mon histoire, qui fait que j'avais que ce moyen pour communiquer peut-être à distance avec ma mère. Ah oui. Mais oui, et donc moi, à 15 jours, j'ai été séparée de ma mère pendant 2 ans. Ah ouais. Et avec ma mère, on avait un lien, mais vraiment télépathique très fort, quoi. Mais même au-delà de la télépathie. Et je pense qu'on l'a développé beaucoup à cause ou grâce à cet événement qui nous a séparés. Donc les personnes, elles savent, oui, effectivement, que elles savent communiquer avec leurs animaux. Mais par contre, il leur manque un quelque chose pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Dernièrement, j'ai une dame qui m'a contactée parce que sa chatte, elle fait ses besoins à l'extérieur de la litière. Elle dit, je comprends bien qu'elle veut me dire quelque chose, mais je comprends pas quoi. Et donc voilà, la communication animale, elle est venue mettre des mots sur une situation qui était conflictuelle pour cet animal et apaiser, et ça sert à clarifier la situation. Après, moi, je ne suis pas là pour faire plaisir à la compagne ou au compagnon humain. Tu dis ce que tu ressens, quoi. Voilà. Et alors, des fois, c'est très délicat. Parce que une fois, j'ai eu une dame qui m'a contactée parce qu'elle n'arrivait pas à monter à cheval. Et à chaque fois qu'elle montait sur sa jument, la jument l'éjectait. Et quand j'ai fait la communication avec cette jument, elle m'a dit, mais quand elle vient pas pour moi, elle vient pas pour être avec moi. Elle vient pour être encore avec ses problèmes et continuer sa rumination de tous ses problèmes. Donc, je n'en veux pas. Donc, je l'éjecte. Et voilà. Non, mais c'est intéressant parce que voilà, on arrive à la fin de l'émission de la première, en tout cas. C'est intéressant parce que c'est vrai que ça donne une autre perspective, même si peut-être qu'on est tous ouverts sur ça, mais ça donne une autre perspective sur la vision qu'on peut avoir quand il nous regarde comme ça là. Oui. Alors j'ai une dame qui est devenue une amie, qui est du côté de Rouen, qui s'appelle Sylvie et que je salue, et qui a une association maintenant de médiation animale. Et cette dame, quand elle m'a contactée il y a quelques années, la question qu'elle m'a posée, c'était, elle m'a dit, écoutez, je vous contacte, j'ai une question, c'est qu'est-ce qui fait que je peux pas monter ma jument? Et ensuite, donc quel est le problème et quelle est la solution? Et je vous en dirai pas plus parce que j'ai eu affaire à des charlatans et du coup, je vous teste. Et je me suis dit, alors là, il faut pas que je me loupe parce que. Et en fait, cette jument qui s'appelle Topaz avait envie de travailler avec des enfants autistes. Et quand je lui ai dit ça, donc on ne se connaissait pas du tout. De toute façon, moi, je suis pas sur les réseaux et j'ai pas de site non plus, donc on me contacte que par bouche à oreille en ce moment. Et donc cette personne-là, quand je lui ai fait ce retour, elle m'a dit, mais ça c'est extraordinaire, parce que c'est mon intention, c'est de faire une association de médiation animale où Topaz aurait son rôle. Et aujourd'hui, l'association est bien développée. Jolie coïncidence en tout cas. Merci Oui. pour cette histoire. Merci Manuela. Donc si vous avez envie de communiquer avec votre animal ou même apprendre, en tout cas déjà communiquer avec lui, vous avez les coordonnées de Manuela dessous.
N'hésitez pas à savoir comment, à nous commenter, en fait, est-ce que ça vous parle, en fait, cette communication animale? Est-ce que vous avez déjà essayé? Est-ce que vous avez des histoires à raconter? Merci Manuela, merci à tout le monde pour cette première Merci émission. à On va tous. continuer sur Merci les à animaux vous. perdus. Mm. Et ben, on vous donne rendez-vous dans une prochaine émission sur comment, c'était quoi, comment retrouver les animaux perdus. Oui, Tu vas nous expliquer un peu ta technique et aussi restez parce qu'il y a des histoires assez impressionnantes avec le chat de Barcelone. oui. Entre autres, on va rigoler. Voilà. Michi. Ouais. Le chat. Hein. Oui, il s'appelle Ouais. Michi. Oui, ok. Merci et puis viva la vida. Yes. Humanité.